Bon après-midi les pirates. Alors je voudrais remercier, un pirate qui m'a envoyé un très, très long texte. Alors je vais en faire, vraiment plusieurs vidéos parce que c'est très intéressant. Il a fait un gros boulot, c'est issu d'un site, d'un site américain, en tout cas, enfin d'un Facebook en anglais plus exactement. C'est une personne qui a raconté, toute sa crise existentielle, ce qu'elle avait vu de ce qu'elle avait vu de l'intérieur, hein. C'est cette personne qui évidemment, a ce témoignage et qui nous permet de mieux comprendre comment fonctionnent, les crises existentielles vues de l'intérieur. Donc préciser la situation, parce qu'il y a beaucoup de choses, avant que je vous lise, cette partie-là. Le facteur déclencheur a été le décès du papa de cette personne, et cette personne est rentrée en crise existentielle, hein. Ça a duré la maladie de son papa, un cancer, a, finalement déclenché les choses. Donc, voilà ce que dit, cette personne qui en est sortie au moment où elle écrit. Donc, elle écrit a posteriori. Ma crise existentielle a été déclenchée par le traumatisme du diagnostic de mon papa et la perception de la faiblesse de mon ex-mari. Je crois forcément en ces petits déclencheurs. Il n'est pas obligatoire d'être confronté à quelque chose d'aussi dévastateur qu'une mort, mais parfois, quelques petites choses peuvent déclencher la crise existentielle et le processus peut commencer. La perception de la faiblesse qui est la crise existentielle voit le court-circuit de l'interrupteur. C'est juste mon opinion, mais ce qui m'est arrivé, et je suis sûr que si vous regardez en arrière sur la façon dont ça s'est passé pour vous, ces éléments sont là. Évidemment, vous voyez que cette personne est de langue anglaise, c'est pour ça que la traduction n'est pas toujours très bonne, mais merci aux pirates de l'avoir fait. En tout cas, vous voyez que ce que je vous raconte dans la crise existentielle, notamment comment sortir de la crise existentielle, c'est une des formations que je vous avais faites. Vous, en tant que pirate, vous allez comprendre comment fonctionne la crise existentielle et comment s'en sortir. La dépression semble être le carburant qui alimente, la crise existentielle, la crise de milieu de vie. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que ce n'est pas la dépression, mais on a des symptômes dépressifs. La dépression, c'est une maladie, soyons précis. Je ne pense pas avoir réalisé à quel point j'avais des symptômes dépressifs avant de larguer la bombe. Ah, vous voyez que ce largage de bombe, c'est quelque chose qu'utilisent les pirates. La bombe, c'est je t'aime plus, je veux me séparer, etc. La crise existentielle m'a frappé avant la bombe, mes sentiments étaient éteints et l'engourdissement a pris le dessus. Donc, quand vous êtes en fin de phase de sécurisation, quand vous n'avez pas suffisamment fait ce qu'il faut, eh bien, qu'est-ce qui peut se passer? C'est qu'au moment de la crise, eh bien, on commence à ressentir des choses négatives envers son conjoint. Donc, j'ai commencé à ressentir de la haine envers mon ex-mari et les choses qu'il a faites tout au long de notre mariage et qui me rendaient un peu confuse. Tout d'un coup, comme si on se réveillait, on se dit, mais il y a des choses que je ne comprends pas, pourquoi ça s'est passé comme ça. Normalement, j'aurais tenté de traiter ces sentiments pour ce qu'ils sont et j'en aurais parlé avec mon mari. Mais quand la crise existentielle frappe, c'est comme si tout ce qui m'a ennuyé dans notre relation était stocké pour être judiciairement utilisé dans ma justification. Effectivement, jusqu'à maintenant, quand on n'est pas en crise, eh bien, on dit des choses, on dit j'aimerais avoir ce besoin-là, etc. Mais tout d'un coup, quand on est en crise, on a toutes des données de justification qui ressortent. Tiens, ben, si je suis mal, c'est parce qu'il y a le jour du mariage et il était en retard. Donc j'ai commencé à parler à notre homme, donc vous voyez que c'est tout à fait toujours les mêmes choses, et il était d'accord avec la façon dont mon ex-mari était mauvais et que je ne devais pas le supporter. Donc évidemment, pansement, surtout si c'est un pansement manipulateur, hein, c'est souvent le cas, c'est pas tellement que le pansement est manipulateur, c'est qu'il a envie d'avoir une relation souvent sexuelle avec votre conjoint, et donc il va lui dire qu'il a raison et que vous êtes quelqu'un de mauvais. Évidemment, vous avez souvent d'ailleurs critiqué Pansement également, donc c'est normal que Pansement aussi vous critique pour vous piquer votre conjoint. Je me sentais émotionnellement connecté à notre homme, émotionnellement déconnecté de mon mari. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à tracer et à planifier la vie fantastique que je pourrais éventuellement partager avec cet homme si compréhensif. Donc vous voyez que souvent, effectivement, la relation adultère commence par le fait que un homme est compréhensif. Je n'avais même pas encore rencontré en personne, mais j'étais tellement convaincu que c'était le bon. Là, ça arrive souvent. Alors, soit c'est le collègue du bureau, évidemment, soit c'est le prof de gym, le prof de yoga, enfin quelqu'un du sport, soit c'est quelqu'un qu'on n'a pas encore rencontré ou qui revient de l'enfance et qui est
qui est un peu virtuelle, hein, soit c'est parce qu'on discute avec lui sur les réseaux sociaux ou avec elle sur les réseaux sociaux. Je ne fuyais pas les monstres, j'avais juste l'impression d'être sur le point de me briser. Je n'avais aucun contrôle sur quoi que ce soit dans ma vie, dans ma peur, dans mes sentiments dépressifs, dans l'anxiété, le stress et la paranoïa me venaient de tous côtés et je sentais que j'allais devenir folle. Se jeter dans les bras d'un pansement qui nous fait du bien, à ce moment-là, effectivement, est comme si c'était une bouée de secours. Comme je l'ai dit parfois, le brouillard enlève tous les sentiments. Il enlève tous les sentiments à part les sentiments négatifs envers le conjoint, car ils sont la personne que nous blâmons d'être faible, alors qu'en réalité, c'est nous qui sommes faibles. Donc tout ce qu'on critique à son conjoint, donc tout ce que votre conjoint vous critique, c'est ce qu'il a de mal en lui, c'est ce qu'il ne supporte pas en lui. Alors évidemment, comme tout le monde, hein, on a tous des choses à se reprocher, personne n'est parfait, mais tout ce qu'on vous reproche souvent, c'est la propre faiblesse de la personne en crise. Pendant ce début de crise, nous ne pouvons pas faire face à quoi que ce soit, alors nous courons, qu'il s'agisse de criseux dépressifs ou de criseux à haute énergie, nous fuyons tous. De nous-mêmes, et parce que nous méprisons à quel point nous sommes faibles, nous projetons sans aucun gêne sur le conjoint, car cela doit absolument être de sa faute pour ne pas trop souffrir. Notre nouveau personnage, celui qui dirige le brouillard, ne permettra rien qui nous fasse penser que c'est nous le problème. Parce que je pense qu'à ce moment-là, nous sommes beaucoup trop fragiles pour le gérer. Oui, elle a raison, cette personne. Effectivement, on est tellement faible qu'on dit si on pense que ça vient de nous, on pourrait mourir, on pourrait s'écrouler. Peut-être que si nous étions plus forts, nous ne ferions pas ça. En concentrant notre blâme sur le conjoint, cela nous transforme en extraterrestres que vous connaissez tous, ce qui est cruel et apparemment sans cœur. Celui qui est cruel et apparemment sans cœur, un peu barbare, sans jamais se sentir monstre, en vous disant même qu'il est une bonne personne. Oui, c'est juste, votre conjoint vous fait passer pour la mauvaise personne pour finalement ne pas s'effondrer. Nous tenons cette réécriture de l'histoire, que nous n'avons jamais été heureux avec vous, que vous êtes faible parce que vous ne nous avez pas rendu heureux, que vous êtes le faible parce que si et parce que là. Et voici ce qui est bizarre, nous ne pouvons pas vous dire avec certitude en quoi vous êtes responsable, on tente des feintes en alléguant le « trop peu, trop tard, tu ne m'aimes pas, tu ne m'as pas assez, mais tu ne rentrais pas assez tôt à la maison, tu ne m'aidais pas assez à faire le ménage, tu ne m'as jamais fait une tarte aux pommes. » Voilà, donc des choses vraiment insignifiantes hein, que les personnes en crise montent en épingle. Ce n'est pas important pour nous que vous sachiez pourquoi, il suffit que nous pensions que vous êtes responsable de ce désastre, cela justifiera toutes les choses horribles que nous disons et que nous faisons. Vous voyez que cette personne qui est sortie de sa crise, comme tout le monde, a une analyse très pertinente, c'est ce que vous ressentez, c'est ce que vous vivez, c'est une pépite, cette déclaration. La crise de la quarantaine est compulsive et le criseux cherche la sécurité émotionnelle et non son identité. Alors, je n'avais pas le choix d'aller à la crise existentielle. J'ai été obligé d'en suivre le chemin. Ce brouillard m'indique que dans ma vie, d'avant la crise existentielle, il n'y a rien eu de bon avec mon conjoint, alors que j'étais sous son emprise. Alors, attendez. Ce brouillard m'indique que dans ma vie d'avant la crise, il n'y a rien eu de bon avec mon conjoint, c'est ça, et que j'étais sous son emprise. Ils sont la raison pour laquelle, donc les conjoints sont la raison pour laquelle j'essaye de retraduire. Les conjoints sont la raison pour laquelle vous êtes maintenant dans ce brouillard. Ils ont mangé vos sentiments, ils vous ont tout pris, ils vous ont utilisé financièrement. En fait, c'est ça. Hein, on imagine plein de choses, et pour ne pas trop souffrir, on imagine que le conjoint est vraiment bizarre. Le brouillard de la crise existentielle, à son tour, engourdit complètement tous les sentiments en dehors de la négativité envers votre conjoint, parce qu'après tout, comment pouvez-vous avoir de bons sentiments ou des souvenirs de cette personne, car en premier lieu, ils sont la seule raison pour laquelle vous êtes dans cet état. Dans mon esprit, j'étais trop faible pour me protéger, mais le brouillard de la crise existentielle m'a offert cette protection qui me manquait. C'est très bien dit, ça me plaît beaucoup ce que dit cette personne, c'est très 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 intelligent. Je me sentais en sécurité dans le brouillard et je n'avais pas eu à faire face à la réalité qui était trop douloureuse et probablement destructrice pour mon état d'esprit. C'est à ça que sert le brouillard, la déresponsabilisation. Et oui, votre conjoint se déresponsabilise, même souvent d'ailleurs de
des enfants, hein, donc il se déresponsabilise un peu de tout. Donc, toutes les bonnes pensées, tous les sentiments et les souvenirs envers mon conjoint ont cessé d'exister. Il est devenu un étranger pour moi, en ce sens que tout d'un coup, je ne me souciais pas du tout de lui ou de ses sentiments, et il était devenu comme rien pour moi. Waouh! C'est tellement juste, hein, ce que ressent une personne en crise. Le sentiment que j'avais était l'engourdissement de tous les sentiments envers mon ex-mari. L'autre homme m'avait offert un mode tellement différent où je pouvais m'échapper et me sentir en sécurité. Voilà, donc on imagine qu'un élève avec pansement va se sentir en insécurité, qu'on va rajeunir et qu'on ne va pas vieillir. La crise m'a fait faire un 180 complet et je suis devenu une personne différente de ce que je suis. C'est ce que vous vivez. Vous me dites parfois, mon conjoint qui était si calme fait n'importe quoi aujourd'hui. Mon conjoint qui se moquait des personnes qui achetaient des voitures de sport, achetait des voitures de sport. Ma femme qui se moquait des femmes qui se faisaient tatouer, s'est fait tatouer. Ma femme qui s'était pris la tête avec mon ado en crise qui voulait se faire tatouer, s'est fait tatouer aussi. Je me rends compte aujourd'hui que c'était moi qui étais faible, mais je ne pouvais pas faire face à cela à l'époque, alors je l'ai projeté sur mon mari. Je n'ai pas eu de bonnes pensées à propos de mon mari, je n'ai pensé qu'aux mauvais, je les ai amplifiés, car cela maintenait la justification et ça me permettait de moins souffrir. Je ne défends pas la personne en crise, mais je dirais qu'il n'est pas normal qu'une personne loyale et aimante change de personnalité, devienne une personne différente, qu'elle soit tout ce qu'elle est testée chez les autres. C'est ce que nous devenons. Pouvons-nous nous battre contre ça? Je sais que je ne pouvais pas. J'étais le faible, c'était pas mon mari, c'était moi la faible. La cruauté n'est jamais juste, mais le phénomène de la crise signifie que la personne que vous connaissiez si bien devient quelqu'un d'autre. En tant que personne qui est entrée en crise existentielle et qui a causé des ravages, de la dévastation et de la destruction et à son apogée, je ne m'en soucie même plus. J'ai traversé cette crise, mais pas sans cicatrice. Oui, effectivement, à la fin de la crise, on est vraiment très abîmé. Le temps que cela prend varie, je suppose, pour chaque personne, mais le temps est essentiel. Si vous décidez de rester debout, n'essayez pas de faire des choses qui, selon vous, aidera votre conjoint à le traverser plus rapidement, car croyez-moi, il n'y a rien que vous puissiez faire. Ne faites pas d'interdit. Hein, ça, c'est le capitaine qui le dit. Ne mettez pas de l'huile sur le feu, mais n'essayez pas de faire des choses pour aider votre conjoint. Essayez simplement de lui faire passer des bons moments. Alors, mon mari a essayé de m'aider, mais dans mon esprit, il n'y avait rien de mal avec moi. C'était lui le problème. Tout ce qu'il a fini par faire avec son besoin de me sauver a été de m'enfoncer encore plus loin dans mon replay parce que je me justifiais qu'il était une personne contrôlante. Chaque fois que vous allez vouloir montrer à votre conjoint qu'il a tort, chaque fois que vous voulez montrer à votre conjoint qu'il est mal, qu'il est en crise existentielle, vous allez passer pour une personne contrôlante. Pour les pirates qui ont eu la mauvaise idée de donner les vidéos du capitaine en disant « Regarde, il a raison le capitaine, il a tout compris », eh bien ça s'est retourné contre vous, tu veux me contrôler. Donc laissez bien votre conjoint tranquille, hein, conseille la personne en crise. Tenez-vous debout si vous voulez, mais ne vous arrêtez pas. Prenez soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante en ce moment. Voilà, elle a raison. Donc formez-vous, apprenez, projetez-vous en phase 4 du couple, mais n'essayez pas de sauver pour l'instant. Ne restez pas trop dans les parages, surtout pendant le début de la phase d'alarme. Ayez un contact moelleux, un contact doux. Ne rompez pas le contact, évidemment, parce que sinon, ce serait catastrophique. N'essayez pas de manipuler avec des techniques de « moi je te suis », de montrer que vous êtes heureux avec quelqu'un d'autre, que vous montrez des photos où vous êtes en soirée ou je ne sais quoi. Ne faites rien de tout ça. Maintenez une certaine attirance, une certaine intimité, une certaine compréhension. C'est la chose qui va pouvoir vous aider. Voilà, alors il y a beaucoup de pages derrière. Alors je vous ferai plusieurs vidéos là-dessus. Alors peut-être pas tous les jours, mais peut-être demain, j'en ferai, je ne sais pas encore. Mais vraiment, ça va vous aider de voir tout ce que cette personne a vécu de l'intérieur. Si vous comprenez comment tout ça fonctionne, eh bien évidemment, vous allez pouvoir beaucoup mieux vous rapprocher de cette vérité, de ne plus faire d'interdit. Si vous arrivez à comprendre tout ça, eh bien, petit à petit, vous pourrez récupérer votre conjoint. Mais vous voyez, en vous formant, en apprenant, en comprenant ce qui se passe dans la tête du conjoint, donc vous voyez là l'explication, c'est que c'est la seule zone de sécurité quand on se sent mal, c'est le pansement. Tout ce que vous allez faire pour sauver, pour manipuler,
c'est pas terrible. Le fait de dire: «Tiens, je vais faire un silence radio», comme m'a conseillé ce coach-là, comme ça, je vais créer du manque. Pas du tout, au contraire. Votre conjoint va se rassurer en disant: «Beh, tiens, il est vraiment mauvais, je suis mal dans ma peau», et il en rajoute encore, en ne répondant plus à mon téléphone, en ne répond plus à mes messages, ou très peu, et donc ça conforte bien que c'était un sale type, enfin, vous voyez, ou une sale fille. Donc vous voyez, tous ces mauvais conseils, alors c'est pas vraiment un mauvais conseil, le silence radio, par exemple. Si vous êtes un ado et que, c'est la fin de la lune de miel et que vous êtes fait larguer par votre petite copine, vous faites un silence radio. Parfois ça peut marcher, vous pouvez retourner ensemble pour quelques semaines. Mais, nous sommes des pirates, vous êtes des pirates, vous êtes, adultes, vous êtes ensemble depuis très longtemps et vous ne pouvez pas faire ce genre de choses. Donc vous voyez, à travers ce témoignage que je reprendrai, comment c'est confus dans la tête d'une personne en crise. En tout cas, merci pour ce témoignage, merci au pirate qui me l'a envoyé. Je pense qu'on va faire des choses géniales avec ce témoignage. Je vous souhaite la journée que vous méritez.